merci d'être venu et de votre intérêt pour cette conférence. En fait, cette conférence, elle est assez didactique. Donc vous verrez, je dis des choses, je m'excuse pour les très grands professionnels du retail qui sont peut-être parmi vous, parce que c'est très didactique et ça explique en fin de compte des choses qui sont très structurelles sur comment le retail en général s'organise et comment son évolution de sa naissance à aujourd'hui a pu être impactée entre autres par le digital. Voilà. Donc je fais une petite perspective historique au début et ensuite je parle d'aujourd'hui. Voilà. Donc si je me présente, moi je dirais, j'ai créé une agence dans un groupe de communication et mon agence s'appelle BETC Design. Je suis basé à Paris et à Shanghai. Voilà, donc je travaille principalement sur toute partie marché européen et marché asiatique au sens large. Chine, Japon, Corée, Hong Kong. Voilà. Notre agence, outre faire du design, elle a trois vocations vis-à-vis des clients. Et si je le mets, c'est pas tellement pour vous vendre quelque chose, mais plus pour expliquer aussi comment on travaille sur une marque et sur une marque de retail en particulier. Donc, on travaille, nous, sur des constructions de marques. Donc, pour faire des constructions de marques, en général, il faut travailler sur des plateformes de marques où on structure une vision stratégique. Et ensuite, cette vision stratégique, on va la traduire créativement. Et pour la développer créativement, on va faire ce qu'on appelle, nous, du brand feeding, c'est-à-dire, en fin de compte, nourrir les expressions de la marque, ses territoires d'expression, ça peut être son identité, ça peut être le design de ses produits, de ses modes de distribution, digitaux ou physiques, jusqu'à ce qu'on appelle la brand activation, c'est-à-dire en fin de compte, c'est la manière de mettre la marque en mouvement, in motion, et en contact avec ses publics à travers des stratégies digitales, social media, qui peuvent être à la fois sur des plateformes, avec des influenceurs ou pas, de différentes manières. Voilà. Dans notre vocation, elle est vraiment de la construction d'une marque à sa mise en œuvre et sa mise en connexion avec ses publics. Quelques exemples de projets qu'on a fait en retail en particulier. On a travaillé pour la création du concept de magasin Caudalie. On en a fait plus de 25 dans le monde ensuite. On a travaillé sur un concept d'expérience qui traduisait en fin de compte spatialement ce que la marque avait raconté depuis plus de 20 ans ou 30 ans à travers ses produits. Donc c'était un travail de transposition stratégique du produit, de l'objet vers l'espace. On a travaillé aussi pour Pierre Marcolini. On a fait aussi un concept retail qu'on a développé dans le monde entier aussi. Pierre Marcolini, ce sont des chocolats haut de gamme. Yves Rocher, ça c'était un magasin temporaire qui a finalement duré plus de 3 ans. Boulevard Haussmann, qui était en face du printemps et qui était en fin de compte le principal message de ce projet de retail. C'était pas tellement de faire un énième magasin pour Yves Rocher, qui a déjà des centaines de magasins, mais plutôt de dire qu'il y en avait un message central qui était celui de réintroduire la nature dans la ville. Donc la nature de manière métaphorique, mais aussi de manière narrative et même plus technique, puisqu'en fin de compte, à travers les produits, on donnait aussi pas mal de règles sur le comment vivre avec plus de nature chez soi, à la maison. Et puis des choses plus classiques comme cette boutique, alors c'est encore en image 3D là parce qu'elle a ouvert il y a 15 jours, donc j'ai pas encore les images. C'est une boutique qu'on a faite à Karachi pour une marque pakistanaise qui est basée, elle, à Lahore. Et c'est une très très belle marque familiale tenue par 3 frères. C'était assez étonnant parce que c'est 3 frères qui vivent ensemble, 3 familles dans une très grande maison, donc ils sont plus d'une vingtaine. Et ils ont cette vision très collective et très communautaire de leur marque. Et on a travaillé pour eux à construire une boutique qui leur faisait passer de leur métier originel, qui est de fabriquer des draps de coton extrêmement haut de gamme pour faire des tenues traditionnelles, à une marque qui se développe dans un univers beaucoup plus large et qui agrège à la fois ces draps de coton, mais du prêt-à-porter, des accessoires et d'autres produits. Donc on a fait un concept de boutique, qui est le premier boutique qu'ils ont aujourd'hui, vraiment, et qui s'est ouverte à Karachi. Voilà. Et puis un dernier exemple, Cible Skin, qui est une marque qu'on a travaillé en termes d'identité graphique, visuelle et aussi architecturale. Ça, c'est la boutique de François Ier qui a ouvert l'année dernière. Voilà, et qui est une marque intéressante parce qu'elle articule distribution et service, puisqu'il y a à l'étage toute une zone, toute une clinique de la peau pour traiter les problèmes de peau au-delà même des produits cosmétiques. Il y a des cures, des traitements qui sont dispensés. Voilà. Donc ça, c'était vous montrer 3 illustrations de choses qu'on fait qui ont un rapport avec le retail. On fait aussi d'autres choses. Donc le principal message d'aujourd'hui, à la limite, avec cette page-là, j'ai résumé tout ce que je vais vous raconter après. Donc si vous voulez partir, soyez libre. Non, je rigole, restez là. Mais c'est juste la synthèse de tout ce que je veux vous dire. En fait, le retail est passé d'une posture assez récente de storytelling, où en fin de compte, vous arrivez dans un lieu qui est comme une sorte de décor, mais
sans terme péjoratif. Donc il va venir exprimer de manière métaphorique, de manière illustrative, l'imaginaire de la marque, de ses produits, de ses savoir-faire, de son origine. Chaque possibilité, enfin, chaque chose est possible. Et on passe cette ère-là où, en fin de compte, on arrive dans des boutiques qui sont comme des lieux de spectacle, où on voit les choses, au story living, où aujourd'hui, en tant que consommateur, on attend d'une marque, non pas qu'elle nous montre un spectacle dans lequel on est étranger et dans lequel on a le droit de rentrer par le truchement d'un achat. On veut plus que ça. On veut pas cette relation transactionnelle du style parce que j'ai acheté, j'ai le droit de venir à la boutique, mais on veut rentrer dans des boutiques parce qu'en fin de compte, on va interagir avec la marque, avec ses personnels, bien évidemment, ses univers, ses savoir-faire, voire sa manière de vendre des produits. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de se dire qu'on est les consommateurs et les clients de boutiques, de retail, ont vraie vocation à soutenir le retail, parce que le retail aujourd'hui est plus important en termes de volume de vente que le digital. Il a repris du poil de la bête, c'est quand même une réalité, mais à condition qu'en fin de compte, on propose une expérience dans laquelle on va pouvoir, nous, en tant qu'individus, s'inscrire et devenir acteur, et pas juste spectateur. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion de ma... Non. Comme ça, vous savez où je veux en venir. Donc, très rapidement, pour vous dire... Alors, je suis désolé, c'est écrit en anglais parce que je l'avais écrit en anglais. Je croyais qu'on la faisait en anglais au début. Donc, voilà, donc c'est en français, en fait. Mais bon, donc vous aurez les deux langues. Donc, le retail, à la base, c'est étymologiquement, retail, en anglais, vient du mot detail. Et en fin de compte, le retail, c'est un mode de distribution. Les boutiques que vous voyez dans la rue, c'est tous du détail, donc du retail. C'est un mode de distribution qui est né au 19e siècle, à l'aune de la révolution industrielle, où en fin de compte, on passe d'une production artisanale dans des workshops qui ont des shops devant, donc des workshops, des ateliers qui ont leurs boutiques devant, où des artisans vendent des produits qu'ils fabriquent. On passe cette logique-là artisanale à une logique industrielle. Et quand tout d'un coup, c'est plus un homme, mais c'est une machine qui fabrique des produits, la capacité de production excède la logique de proximité dans la distribution. C'est-à-dire qu'on a besoin de distribuer bien plus au-delà de là où on produit. Alors qu'avant, un artisan arrivait à satisfaire sa demande à proximité, et si on voulait acheter un produit, il fallait venir le chercher. Le retail, c'est justement l'extension de la révolution industrielle. Donc, parce qu'il y a une production de masse, il va y avoir une distribution de masse. Et cette distribution de masse, elle va se structurer en deux temps. D'abord avec des entrepôts, des warehouses, où on va acheter des produits dans des entrepôts au tout début. Mais très très vite, on se rend compte que pour des produits de consommation courante, parce que la révolution industrielle, au début, elle s'attache à la machine. Mais après, de la machine, elle passe au produit final. Et donc, quand on commence à produire de manière très économique beaucoup de produits finaux, il faut des boutiques pour les vendre, ces produits. Et donc, s'invente le retail, qui est le détail du wholesale, de l'entrepôt. Donc, le retail est né d'une logique logistique, où en fin de compte, avant, on avait des espaces où on entassait spatialement le plus de produits possible, le plus de stock possible, et les gens venaient les chercher. Et on passe à la logique de détail, donc de commerce. Et donc, d'une logique logistique, on passe à une logique commerciale. Et là, tout d'un coup, il va falloir faire venir des gens dans les magasins. Parce que ces magasins sont, en fin de compte, comme des petits stocks. C'est comme si on extrayait d'un grand stock d'une usine, d'un entrepôt, des petits stocks. Et ces petits stocks, à proximité de chez vous, vous permettent d'avoir des produits. Donc, la première fonction du retail, c'est de venir en proximité des clients et d'avoir suffisamment de stock pour pouvoir être capable de satisfaire les demandes ou les attentes de ses clients. Si on prend la mode en termes de couleur, de taille, si on prend l'alimentaire en termes de choix entre différentes marques. Voilà. Et donc, tout d'un coup, d'une logique purement logistique, le retail passe à une logique commerciale. Et comme je le disais, le grand enjeu du commerce, c'est un peu comme les restaurants, c'est pas de faire venir les gens une fois, c'est de les faire revenir plusieurs fois. Et le succès du retail ne peut tenir que sur la répétition. Donc, pour faire venir les gens de manière répétitive, à la base, le mieux, c'est d'avoir des bons produits. Mais au-delà des bons produits, c'est d'avoir en plus de ça la capacité à avoir des actions commerciales, donc des activations qui vont permettre, en fin de compte, de donner de l'intérêt aux clients pour revenir. Donc tout ce qui est saisonnier, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, par exemple, sont des fêtes très, très classiques. Les promotions, maintenant on a le Black Friday en France comme partout dans le monde. Voilà. Donc on va créer des tensions commerciales pour générer du trafic. Donc ça, c'est la base du commerce moderne aujourd'hui, qui est celle du retail. Donc c'est le point de départ.
À partir de là, quand en fin de compte le retail a commencé à se développer, au début il y avait des magasins qui étaient des magasins multiproduits, puisqu'en fin de compte, quand une épicerie, les premières épiceries sont construites, elles achetaient leurs produits chez différents industriels ou chez différents producteurs de fruits et légumes. Mais quand on passe à un stade supérieur et que le retail devient de plus en plus concurrentiel, il y a différents formats qui se créent et on passe d'une logique systématiquement multi-brand, ce que les Anglais appellent wholesale, à une approche mono-brand, où en fin de compte, parfois même, des marques vont venir singulariser leur offre et la mettre dans leur propre boutique, comme ce qu'on a fait pour Caudalie. Vous savez, Caudalie, quand ils nous ont briefé pour faire leur boutique, moi j'ai dit à Mathilde et à Bertrand, j'aurais dit, vous vous rendez compte que, enfin, non pas que je ne veux pas faire la boutique, mais vous vous rendez compte que vous avez aujourd'hui 90 références, vous êtes super fiers de ne pas avoir plus de stock, enfin plus de références, donc pas plus de stock, mais aujourd'hui vous êtes vendu chez Sephora ou dans une pharmacie. Dans une pharmacie, il y a à peu près 1500 produits hors médicaments. Dans un Sephora, il y a entre 5000 et 8000 produits. Ça veut dire que dans une pharmacie, il y a au moins 1500 raisons de venir acheter un produit de confort. Et dans un Sephora, il y a entre 5 et 8000 raisons de venir acheter un produit lambda. Donc ça veut dire que le trafic qu'il y a dans ces points de vente, une pharmacie ou un magasin cosmétique, est assuré parce que vous avez un trafic incroyable qui vous expose. Quand vous avez un magasin monobrand, ça veut dire que les gens ils ont 90 raisons de venir dans une boutique spécifiquement Caudalie. Donc à partir de là, j'aurais dit c'est pas très bien d'avoir très peu de produits. Au contraire, il va falloir démultiplier votre offre, quitte à faire des coffrets, des bundles, comme on dit en anglais, des offres spéciales, des offres à durée limitée pour réussir à générer du trafic et permettre à des gens d'avoir des raisons de revenir et pas seulement pour renouveler leurs produits, parce que en cosmétique, vous achetez un tube à 100 ml, en général, vous vous en servez pendant 2-3 mois. Enfin, ça dépend des usages, mais voilà. Donc, tout d'un coup, malgré tout, le commerce passe du multimarque au monomarque et ça devient une opportunité incroyable pour justement amener les clients, dans ce que je vous disais au début, les faire participer à une aventure. Donc déjà, avant même d'être dans le story living, voilà, donc j'ai fait quelques formats pour vous expliquer ce que je vais vous dire. C'est que, en fait, quand on parle effectivement de retail, on se rend compte qu'en fin de compte, il y a plein de formats différents. Alors j'en ai mis quelques-uns, donc il y a les supermarchés, hypermarchés, il y a les grands magasins qui ont été préalables au supermarché. Chronologiquement, ils sont nés avant les hypermarchés, hein, puisque le premier grand magasin, d'ailleurs, je dis ça parce qu'on est en France, mais je n'ai absolument aucun chauvinisme, le premier grand magasin est français en fait. La révolution industrielle, on l'a raté, c'est les Anglais qui l'ont faite, tout ça parce que Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, et en révoquant l'édit de Nantes, édit de Nantes, vous savez, qui a été signé par Henri IV et qui faisait qu'on ait droit du culte protestant et catholique. Louis XIV, sous la pression de sa cour, supprime l'édit de Nantes et tout d'un coup interdit aux protestants de pratiquer leur religion. Et tous les tisserands du Nord partent en Hollande, en Flandre, donc en Belgique et en Hollande. Tous les horlogers avec des noms français partent en Suisse. Donc tous les Suisses, en fin de compte, ce sont des montres françaises à l'origine qui étaient dans les Vosges. Voilà. Et donc, une grande partie de l'intelligence entrepreneuriale de la France s'évapore à ce moment-là, et on loupe de très peu la révolution industrielle. Alors qu'on a fait les premiers ballons à vapeur, on a fait les premières voitures avec la machine à vapeur, enfin, on a fait plein de choses, mais ça nous échappe. Et la première machine manufacturière, c'est un Anglais qui s'appelle Cartwright qui l'a fait, qui la présente à Crystal Palace à Londres, à la première exposition universelle. Donc, ayant loupé ça, on a quand même chopé des magasins et on fait le premier grand magasin avec la famille Cognac-G qui invente avec la Samaritaine le premier grand format de distribution multimarque dans un espace. Bon. Donc les hyper, super et voilà, les department stores, les magasins thématiques. Alors ça, c'est les Américains qui ont amené ça, c'est vachement intéressant. C'est qu'en fin de compte, dans la théorie du retail américaine, qui est une théorie très massive, les Américains adorent faire ce qu'on appelle des catégories killers. Donc c'est des formats d'enseigne qui sont capables de tuer la concurrence. Donc les catégories killers, c'est justement une enseigne qui va être tellement exhaustive sur une typologie de produit qu'elle est inarrêtable sur son segment. Ikea dans le meuble, c'est pas américain. Toys R Us dans les jouets. Office Depot dans tout ce qui est fourniture de bureau, ainsi de suite. Donc en fin de compte, le thematic store, c'est un magasin qui va être extrêmement exhaustif sur une thématique. La cuisine, l'alimentaire, le sport, enfin voilà. Decathlon, Go Sport, voilà. Duty Free Store, alors ça c'est intéressant, ça a été inventé par deux Américains qui ont créé une compagnie qui s'appelle DFS, Duty Free Store, Duty Free Shopper.
Et DFS, basé aux États-Unis, maintenant à Hong Kong, a été le premier à développer des points de distribution dans des zones où, en fin de compte, c'était assez génial ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fin de compte, les deux fondateurs de DFS ont compris, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la guerre froide, que les Américains, eux étaient américains, les Américains postaient des troupes en Allemagne, à Guam, au Japon, en Corée, aux Philippines. Et ils se sont dit que ces soldats, ils avaient deux problèmes. D'abord, un, ils vivaient dans la guerre froide avec un stress permanent d'une guerre ouverte. Donc en fin de compte, ils vivaient dans une logique de survie. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va leur amener des cigarettes et de l'alcool parce que ça va au moins leur faire un moment de grâce, un moment d'indulgence. Et ils ont compris ça. Ils ont commencé, en fin de compte, à livrer les bases américaines en produits. Et ils sont devenus les spécialistes du luxe accessible de ces cigarettes, cet alcool qui vendaient hors taxe parce qu'ils les amenaient directement dans les bases. Et ils ont créé des magasins à proximité des bases. Et puis ils se sont dit une deuxième chose, comme les mecs pendant quand même 6 à 8 mois, ils sont tout seuls sur des bases, ils comblent parfois leur compagnie, alors je ne vais pas être trop loin dans l'exemple, mais ils comblent leur compagnie par, leur solitude par des compagnies de circonstances. Et en fin de compte, à un moment donné, ils nourrissent une forme de culpabilité au retour à la maison. Et donc il faut qu'ils fassent des cadeaux à leurs femmes et à leurs enfants, parce que leur absence a été pas forcément toujours aussi dure que ce qu'ils peuvent prétendre. Et donc ils ont commencé à vendre aussi des parfums et des produits cosmétiques. Et donc ils ont inventé le Duty Free Store, c'est absolument génial. Et ils ont été très longtemps le leader mondial. Et il se trouve qu'à l'aune du Covid, ils ont été devancés par les Chinois, qui ont à un moment donné, pendant 4 ans, emprisonné 1 milliard de Chinois en duty free inland. Donc Sanya, qui est une île chinoise au sud du pays, est devenu le premier duty free du monde avec un chiffre d'affaires de 8 milliards en 2022. Enfin, je peux vous imaginer 8 milliards de chiffre d'affaires sur une île, avec une île qui est plus petite que la Corse. Hein. Enfin, un truc et moins développé que la Corse. Voilà. Donc ça, c'est le duty free. Et puis après, les concept stores. Et ça, vous connaissez tous les concept stores. On en a eu un exemplaire en France, Colette. Il y en a un qui a été même avant Colette, qu'on a un peu oublié, mais qui est Corso Como Dieci, qui était 10 Corso Como à Milan. Et Corso Como Dieci, ça a été un des tout premiers concept stores. Alors, concomitant avec Colette, mais moi je pense peut-être un peu avant Colette. Voilà. Et qui étaient des magasins qui, sur une thématique socio-culturelle, de tendance, agrégeaient différents types de produits. Du chewing-gum à 20 centimes importé du Japon jusqu'à une version spéciale d'un téléphone mobile ou d'une montre à 40 000 euros. Donc ça, c'est les différents formats de comment le retail, qui était un stock de proximité, est devenu plus complexe que ça. Voilà. Et ensuite, donc ça, alors ça c'était sur l'idée des espaces qui sont... voilà. Et après, du multimarque, on est passé aux monomarques. Et donc là, dans les monomarques, quand on dit on a un magasin, bah, ça ne suffit pas à qualifier la nature du magasin. Et donc vous avez différentes typologies. Donc vous avez ce qu'on appelle des flagships. Donc c'est Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, par exemple. Donc c'est un magasin flag, drapeau. Donc c'est un magasin emblématique de la marque, un peu comme le navire amiral qui va venir voilà, donner le ton sur l'ensemble des offres et la manière dans laquelle la marque veut se raconter. Sachant qu'après, il va y avoir d'autres types de magasins plus petits qui peuvent être des brand stores, parce que ça, c'est aussi un brand store, un flagship. Donc les brand stores, c'est des magasins spécialisés. Alors eux, ils peuvent être sur rue, ils peuvent être en department store, en grand magasin, avec des îlots. Ils peuvent être en duty free, avec des corners, voilà. Après, les concept stores, donc je remets ici parce que c'est aussi des magasins qui peuvent être monobrand. Il y a des marques, comme Muji, par exemple. Muji, on peut dire que c'est un concept store. C'est monomarque. Mais c'est un concept store parce que ce qui est défini, ce qu'il y a dans Muji, c'est pas une nature de produit. Ils ne font pas que des cahiers ou des tiroirs en plastique. C'est pas un prix, parce qu'ils ont des prix qui sont extrêmement variables et des produits plus ou moins chers, plus ou moins accessibles. Mais c'est une idée sur ce que d'ailleurs Muji veut dire. Muji, vous savez ce que ça veut dire en japonais? Ça veut dire pas de marque, no brand. Donc ça veut dire produit non marqué. Donc ça veut dire produit générique. Donc ce que Muji prétend, et ils le font bien, c'est de dire nous on vend que des produits génériques, des archétypes. Donc on va se résoudre à vendre des produits réduits à l'essentiel de leur fonction. Après, ils sont très beaux, ils sont très bien dessinés, il y a un engagement sustainable, mais voilà. Donc ça c'est des concept stores, c'est sur un thème concept. Ça peut être aussi un magasin pour une marque. Là il y a un exemple, c'est Lancôme, qui est un magasin qui a été designé par un architecte franco-algérien de talent qui s'appelle Shafik, avec son studio, Shafik Studio. Et là, il a inventé sur le thème de la beauté une certaine vision qui est celle de Lancôme autour de la beauté, qui est l'atelier de beauté. Donc il en a fait un concept store parce que c'est pas juste pour vendre des produits Lancôme, mais c'est pour porter une idée qui va au-delà de la vente des produits. Et après, les pop-up stores. Et alors le pop-up store, moi je pense que c'est le format de demain.
C'est un format absolument génial. Moi, c'est un truc qui m'excite énormément. Le pop-up store, comme son nom l'indique, pop-up, c'est comme un champignon. Il éclot quelque part et après, il disparaît. Donc, il est temporaire. Mais ce qui est génial avec le pop-up store, même si c'est très simple et très évident, c'est qu'un pop-up store, en fin de compte, à la différence d'un magasin qui doit se mettre quelque part en particulier pour choper ses clients, c'est que le pop-up store, il va chercher ses clients là où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, on disait que ce qui est important pour une boutique, c'est 3 choses. 1, l'emplacement. 2, l'emplacement. 3, l'emplacement. Avec les pop-up stores et avec le digital qui permet de générer de la notoriété, de la visibilité de manière spontanée par les plateformes sociales, on peut générer avec un pop-up store une puissance commerciale décuplée et même plus importante qu'un magasin bien placé. Parce que le pop-up store va se mettre là où les clients sont. Donc il y a un événement culturel, par exemple, comme Miami Art Basel, qui est une foire d'art principalement et un peu de design. Ben, Chanel va développer un pop-up store dont la vocation n'est pas forcément de vendre beaucoup de produits, même si on peut sûrement pouvoir acheter quelque chose, mais de faire vivre une expérience dans l'univers et dans l'imaginaire d'Art Basel, où il y a plein d'artistes qui font des performances. Voilà. Vous pouvez très bien vous dire que vous allez dans une galerie marchande et vous allez faire une condensée de votre offre, vous allez réduire les choses, et vous positionner dans une allée où il y a un flux incroyable, de manière temporaire, en faisant un deal avec le mall, pour réussir à présenter vos produits sur un fort flux et générer de la notoriété, presque plus que de l'achat, ou des intentions d'achat en tout cas. Donc le pop-up store, c'est une manière événementielle de mettre la marque en scène, et comme c'est événementiel, comme ça ne dure pas, c'est de ce fait plus libre en termes de créativité. Là, c'est un exemple d'une collaboration entre Yayoi Kusuma, l'artiste japonaise, qui est obsédée par les points, et Vuitton. Et là, c'est un pop-up store, et on se rend compte que là, on est dans une sorte de citrouille géante, comme aime bien les faire Yayoi Kusuma, avec ses petits points. Voilà. Donc ça, c'était les différents types de formats de distribution dans une logique d'espace, avec des espaces plus ou moins grands et positionnés à différents endroits. Mais il y a aussi une notion de temporalité dans le retail. Il n'y a pas que l'espace, c'est le temps. C'est un peu espace-temps. Un peu comme la relativité d'Einstein. Mais je ne vous ferai pas un truc parce que une fois, je racontais à quelqu'un mon concept de retail avec espace et temps et la relativité. Elle s'appelait Nana, elle travaillait à l'agence. Elle venait d'arriver, je ne la connaissais pas. Elle était russe. Et avant, elle me dit, mais Christophe, tu sais, je suis physicienne et je travaillais au CERN avant de venir à l'agence. Et c'était une spécialiste de la relativité, la théorie d'Einstein. Donc maintenant, je ne prends plus le risque de parler de relativité entre espace et temps, mais néanmoins, c'est ça le concept. Donc là, ici, c'est l'idée de temporalité. Donc il y a différents espaces en retail, mais il y a aussi différentes temporalités. Donc je vais... Oui, donc j'ai déjà bouffé des trucs de mon temps et je suis arrivé même pas à la moitié. Donc voilà, donc là, en fait, différentes manières, je l'introduisais au début, vous faites des promotions, vous faites des événements saisonniers, ça c'est des bouteilles qu'on avait faites, d'ailleurs c'est nous qui l'avons dessiné pour Badois, voilà, ça c'était une édition de Noël, ça c'est des offres exclusives, on a fait une collaboration entre Evian et Kouspi, ça c'est aussi nous, ou des cartes de membres de différentes, différentes enseignes, ça c'est très important, je le développerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais c'est les systèmes de loyalty. Si vous êtes retailer, faites-vous un fichier client et animez ce fichier client. Envoyez vos vœux, envoyez des invitations, rassemblez les gens pour des événements non commerciaux, parce que tout d'un coup, dans votre boutique, vous allez faire se rencontrer des gens que vos clients ne rencontraient pas naturellement et vos propres clients. Voilà. Donc la dernière mutation du retail, elle s'est faite principalement à l'aune du digital. Et donc ça, c'est ce que je vous ai raconté, c'était d'hier à aujourd'hui. Et là, ça, c'est d'aujourd'hui à demain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le retail moderne de demain est forcément nourri de digital. Et c'est assez intéressant parce que quand le digital est arrivé vers les années 2000, Facebook c'est 2005, donc en 2000-2005, on se dit c'est un drame, le retail est mort. Tout le monde va acheter en ligne des produits sans se déplacer. Et donc, en fin de compte, pas du tout. Le retail a été, on va dire, renforcé du digital. Et le digital est venu donner justement aux magasins d'autres propriétés et d'autres pouvoirs qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Donc, tout d'un coup, on va parler de parcours client. Et le parcours client, avant, c'était... moi, je sais, quand je faisais des boutiques il y a 30 ans, on se disait qu'il y avait des règles simples. C'est à 50 mètres, qu'est-ce qu'on voit de loin sur la façade et le logo, devant la boutique, comment on voit les vitrines et l'entrée, les 3 premiers pas, la découverte chronologique des différentes offres et les 3 derniers pas quand on sort, qu'est-ce qu'on doit voir. Ça, c'était des grandes temporalités qu'il fallait travailler. Et après, bien sûr, on travaillait sur un plan, des offres, des zones. Bon. Aujourd'hui, le parcours client, il commence chez soi.
et il finit chez soi. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer un parcours client depuis son canapé en essayant de voir comparativement les offres du magasin où on veut aller et d'autres offres. On peut voir si dans le magasin où on veut aller, il y a des promotions ou pas, s'il y a un événement spécial. On peut même précommander ou demander à une sélection de produits à être pré-réservés. Et donc tout d'un coup, le parcours, ce qui se passait avant uniquement en boutique, va pouvoir être anticipé. Et donc de ce fait, ce qui se passe en boutique va être différent, puisqu'en fin de compte, ça ne va pas être qu'un rapport transactionnel de « bonjour, je voudrais ce produit dans telle taille, est-ce que vous l'avez ?» Voilà. Donc c'est là qu'en fin de compte, le client déjà... C'est pas que les retailers sont devenus des mecs géniaux, ils se sont dit on va faire des clients, des acteurs, génial. Non, c'est qu'en fin de compte, les clients, par le truchement du digital, sont déjà capables d'interagir, d'agir, et donc d'être des acteurs avant même d'être sur la surface de vente. Donc en fin de compte, la notion d'action, elle est venue par le digital, pas par les retailers. Et donc quand quelqu'un arrive comme une balle de bowling là, lancée dans la boutique, parce que déjà il sait ce qu'il veut, il a déjà comparé, il a déjà un point de vue, il a vu les prix, les tailles, les couleurs, tout d'un coup, vous ne pouvez pas le gérer de la même manière. Vous ne pouvez pas le gérer sur un rapport purement fonctionnel. Il faut lui apporter autre chose. Donc cette dimension fait que tout d'un coup, le client qui est un spectateur qui dit « Waouh, les beaux produits, oh, quelle belle boutique !» devient autre chose puisqu'il est déjà préinformé et devient un acteur. Donc tout d'un coup, en fait, on passe d'une logique où, en fin de compte, on montre une dimension tangible de la boutique en théâtralisant, en faisant de la narration. Donc là, on est encore spectateur et c'est le bon marché. Et je me rappelle de cette exposition où on voit toutes ces sculptures en papier comme ça, noires et blanches. C'était merveilleux, hein. C'était muséographique, c'était merveilleux. Mais on passe d'une logique où on tangibilise un univers imaginaire à quelque chose de beaucoup plus immersif. Et là, on voit, en fin de compte, notre tome de boutique, où en fin de compte, là, c'est Burberry, à Londres, où tout d'un coup, dans la boutique, vous allez être projeté par des interactions digitales, des films qui se déclenchent en dynamique, même des films, alors on ne le voit pas ici, mais qui sont sur des écrans invisibles, et quand vous passez devant la vitrine, tout d'un coup, le film se déclenche et est sur un rectangle d'acrylique à peine traité, donc vous ne voyez pas tant que le film n'est pas lancé, crac, le film se lance, et vous avez tout d'un coup une scène qui vient décrire une action. Enfin, c'est assez intéressant, donc des choses très dynamiques. Donc on passe d'une logique où on tangibilise l'imaginaire à une logique où on rend l'imaginaire de la marque immersif. Donc on s'y projette dedans. Et c'est vrai que tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée participe de cette démarche-là. Donc tout d'un coup, on rentre dans ce qu'on appelle l'omnicanal. Omni, c'est donc tout. Omnivore, c'est je mange tout. Omnicanal, c'est tous les canaux en même temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on est client, on ne va pas arriver directement dans une relation transactionnelle et verticale comme ça avec le magasin. On va avoir beaucoup de points d'interaction qui vont faire qu'en fin de compte, le magasin n'est plus le point d'arrivée de nos points de départ, mais c'est une des étapes sur lesquelles on peut jouer ou pas, d'ailleurs. Pas forcément. Donc les nouveaux formats du retail liés à ça. Attends, ouais, tac, voilà. Donc ça génère de nouveaux formats. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on commence à créer des formats de boutiques. Ici c'était Casino, mais il y avait aussi, alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, en Chine, une boutique. Voilà, une boutique en fin de compte où vous pouvez rentrer, il n'y a pas de vendeur du tout. Vous arrivez au téléphone, vous avez une application qui s'appelle WeChat. WeChat, c'est une sorte de croisement entre Facebook et WhatsApp. Vous prenez votre WeChat, vous présentez votre WeChat à l'entrée de la boutique, donc vous êtes reconnu. Vous prenez les produits que vous voulez scanner les QR codes qui sont sur les produits. Ça vous fait une note. Voilà, ça c'est WeChat. Voilà. Vous allez à la caisse, vous payez et vous sortez et vous allez payer. Par contre, vous voyez, vous avez oublié un produit. Il y a une caméra qui vous filme, tout ça, parce qu'en Chine, on est filmé partout, sauf dans les toilettes peut-être, mais bon, c'est à part ça, mais voilà. Et donc, en fin de compte, vous êtes filmé, donc vous avez forcément l'obligation morale de venir payer votre produit. Voilà. Et donc, ce sont des boutiques totalement déshumanisées. En tout cas, elles sont devenues tout automatiques. Voilà. Et donc, comme on vous le montre, on peut y acheter tout ce qu'on veut. Hop, voilà. Attendez, je ne sais pas comment j'en sors maintenant. Donc voilà, donc là c'est Marie Dalgar, super intéressant. Marie Dalgar, c'est un de nos clients, marque de maquillage chinoise extrêmement moderne, une patronne de la fondatrice de cette marque, c'est une femme visionnaire, elle est absolument géniale. Elle s'est dit, en fin de compte, quand on fait du sampling, de l'échantillonnage, ça coûte énormément d'argent. Et quand on l'insère dans des magazines, par exemple,
Parfois, on n'a aucun retour, on ne sait pas ce qui se passe et c'est jeté. Elle s'est dit, je vais vendre à prix extrêmement modique des formats simple. Donc elle a fait des mini rouges à lèvres. Elle les a vendus sans quoi, sans renminbi, c'est-à-dire en fin de compte 1,30 €. Un rouge à lèvres de taille normale chez Marie Dalgard, c'est pas un produit très très cher, mais ça coûte entre 12 et 20 euros. Donc oui, vous avez chez NYX, vous avez des rouges à lèvres à 7-8 euros. Vous avez chez Kiko, pareil, vous avez des rouges à lèvres bon marché. Donc elle a vendu à 1 euro et quelques. Et avec un système de jeu, c'est-à-dire que vous êtes candidat, vous achetez avec 100 renminbi votre rouge à lèvres, vous le choisissez, la couleur, vous l'avez, donc vous choisissez la couleur de votre sample, vous le vendez et le prix de vente couvre tout juste le coût de fabrication du sample. Donc c'est-à-dire que tout le sampling lui coûte 0 et lui permet de faire de l'acquisition de données, parce que pour récupérer ça, vous devez vous reconnaître avec votre WeChat et payer avec votre WeChat. Donc elle recrute des clients en même temps qu'elle finance son stratégie de sampling pour que les gens puissent utiliser ses produits, et ça, in fine, gratuitement. Donc voilà. Je vais aller un peu plus vite parce que... Donc après, il y a l'idée des réseaux sociaux qui ont aussi amené de plus en plus voilà, de puissance. Donc là, il y a Angela Baby, qui est une actrice chinoise, mais il y a aussi d'autres, Li Jiaqi, que vous devez connaître, qui est un Chinois qui a une aura incroyable. Mais en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est absolument génial, le live streaming, mais c'est aussi dangereux. Parce que le fameux Li Jiaqi, en l'occurrence, qui s'appelle Jackson pour les Occidentaux, c'est un garçon qui était démonstrateur de beauté. Il a commencé à faire des jeux sur TikTok, à montrer des rouges à lèvres, et puis il s'est amusé à se mettre du rouge à lèvres lui-même. Et c'était à la fois très iconoclaste, très amusant, parce qu'il le faisait beaucoup d'humour. C'est devenu une star mais monstrueuse. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me disent design-moi une gamme de produits. Je design une gamme de produits pour eux. Ils la montrent à Li Jiaqi. Li Jiaqi leur dit, ah non, moi, j'aime pas du tout le noir, je veux une gamme blanche. Et le blanc n'est pas du tout dans les l'equity de la marque, ça n'a rien à voir avec la marque, ça ne veut rien dire du maquillage blanc. Et enfin, tout d'un coup, il exige à ce que les produits soient blancs nacrés parce qu'il a envie des produits blancs nacrés. Et les clients sont obligés d'accepter, autrement, il ne jouera pas le jeu. Sachant que ces gens-là prennent jusqu'à 70% de la valeur des ventes. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en deçà d'une certaine vente, les marques perdent de l'argent pour être visibles sur Internet avec ces influenceurs. Ben, ce fameux influenceur, Li Jiaqi, pour un autre de mes clients, qui s'appelait Florasis, qui est le numéro 2 aujourd'hui du maquillage, qui est une marque purement digitale, il faisait une démonstration et il y a dans le chat une cliente qui dit oui, mais les produits sont quand même assez chers. Parce qu'en général, ces influenceurs offrent aux clients un rabais que eux ne paient pas, hein, un rabais supplémentaire sur la vente du produit. Et donc, une cliente dit oui, mais c'est pas un très gros rabais, est-ce que vous ne pourriez pas faire mieux? Et lui de répondre en live, tough for you, enfin, dur pour vous, vous n'avez qu'à plus travailler et vous aurez plus d'argent. Les réseaux sociaux se sont enflammés en Chine. Le mec s'est fait insulter. La marque a dû l'extraire de ses réseaux sociaux, d'arrêter la promotion et de s'excuser platement pendant des semaines. Et je ne sais pas s'ils s'en relèveront complètement. C'est-à-dire que cette marque fait plus de 500 ou 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la numéro 2 du maquillage en Chine aujourd'hui, derrière Perfect Diary, qui a aussi eu des hauts et des bas. Je ne sais pas s'ils se relèveront complètement de ce drame. Donc, ce n'est pas une panacée. Voilà. Donc l'idée d'immersif, c'est que tout d'un coup, le shopping devient une expérience, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit d'ailleurs physique, hein, et elle devient immersive parce que tout d'un coup, on espère en fin de compte y aller comme on va dans un parc d'attractions pour y vivre une expérience qui soit très distrayante. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fin de compte, au-delà du côté rationnel de je vais chercher un produit dont j'ai besoin et que j'espère trouver, il y a une dimension irrationnelle immersive, plus émotionnelle. Donc voilà. Donc en fin de compte, ça a généré donc des tendances. Donc je vais vous les présenter assez rapidement parce que je crois que je suis déjà hors délai. La première, c'est test and learn. Donc le digital a vraiment engagé les clients à être de plus en plus dans une logique de test and learn. En fin de compte, on va dans les magasins, on peut utiliser les essayer avant de les acheter. Je pense qu'Apple a été le premier à comprendre ça. Apple a été le premier à admettre à la vue des clients uniquement des produits pour qu'on puisse les essayer autant qu'on peut. Des grandes tables. Et c'est assez intéressant parce que pour moi, même dans la dimension presque anthropologique, ils ont fait de leurs boutiques comme des églises d'une religion, avec des grandes tables autour de laquelle, comme à la scène, vous savez que Jésus et les apôtres, tout le monde peut se réunir autour d'une table avec son ordinateur comme on aurait son assiette pour venir manger et partager un repas. Et donc on vient partager du contenu que vous apporte gracieusement Apple par le truchement de ses produits, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, des montres ou autres.
Et la notion de distribution ou de retail disparaît totalement. On est dans un lieu de test et de learn. Et d'ailleurs, quand vous ne savez pas suffisamment et que vous voulez apprendre plus, il y a le Genius Bar avec ses conférences qui en permanence vous amènent en quelque sorte une sorte de culture consumériste, mais une culture, une intelligence des produits et du segment. Deuxième tendance, donc là, Selfridge qui a fait aussi tout un travail de... Attendez, non, test and learn. Attendez, je crois qu'il manque une page. Voilà, donc dans cette logique de test and learn, il y a aussi tout le travail de personnalisation des produits, Selfridge ou même les compteurs beauté de conseils de Sephora. Deuxième tendance, la co-création. En fait, c'est un des grands enjeux du retail aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler la mass customization. La mass customization, c'est qu'aujourd'hui, on peut customiser de manière massive des produits. Adidas, par exemple, vous permet de faire un scan 3D de votre semelle, de votre pied, de votre voûte plantaire. Et à partir de là, ils vont générer une semelle qui va être exactement customisée et adaptée à la forme de votre pied. Et ben, en fin de compte, cette semelle, c'est de la mass customisation. Comme Nike qui va vous permettre de choisir 2-3 couleurs, 2-3 tissus, 2-3 matières différentes sur votre Nike Air ou sur je ne sais pas quelle chaussure, Air Max, pour vous faire en sorte de vous donner la chance de vous approprier le design de votre chaussure. Donc l'idée de la mass customisation est de plus en plus importante et c'est intéressant parce que bien évidemment dans le monde de la mode, de l'accessoire, elle est énorme, mais pas que. Aujourd'hui, Veuve Clicquot vous fait un étui customisé avec Reims jusqu'à là où vous voulez aller, puisqu'en fin de compte, ils font un jeu en disant vous êtes à 2, 10 km, 1000 km, 10 000 km de Reims, et donc sur leurs étuis, ils vous mettent Reims point zéro, et puis si vous habitez Honolulu, ils vous mettent à 15 000 km Honolulu, et ils le calculent avec un repère GPS. Donc ça, c'est de la customisation de masse aussi, parce que dans la boutique, ils sont capables de le faire. Et d'ailleurs, au demeurant, je sais pas, dans l'espace ici, on a mis une imprimante 3D qui fait des produits, mais vous pourrez très bien imaginer que vous arrivez avec des desiderata et un opérateur intègre vos desiderata dans la genèse du produit, donc le fabrique en fonction d'une altérité, enfin, d'un twist que vous voulez lui donner. Co-création. Donc voilà. Donc principe d'imprimante 3D comme on l'a là-bas. Lipstick, alors Byte, c'est très intéressant. Byte, c'est une marque canadienne. Alors Byte s'appelle Byte parce que ce sont des lipsticks que vous pouvez avaler. Enfin, c'est pas fait pour être mangé, hein. Mais en fin de compte, des tests ont défini qu'en fin de compte, une femme intègre dans sa vie à peu près 2,5 kilos de cosmétiques dans son corps. Enfin, une femme ou un homme, hein. Si un homme se met du fond de teint, comme moi par exemple ce matin, oui, il intègre de la cosmétique. Donc si vous mettez du fond de teint, du lipstick, des eyeshadows, 2,5 kg, c'est monstrueux. Et ces 2,5 kg ne sont pas du tout faits pour être ingérés. Donc quand vous avez du rouge à lèvres, vous l'avalez en fin de compte. Donc Byte a développé des formules totalement inoffensives qui sont comestibles. Donc c'est intéressant. Et donc au-delà de ça, donc d'où le nom Byte. Et après, l'idée c'est de se dire que quand vous arrivez avec un échantillon de pull, de veste, de pantalon, ce que vous voulez. Et ils vous font un rouge à lèvres à la couleur voulue, en live. Bon. Alors, il y a des pays où c'est pas possible. Par exemple, en Chine, par exemple, il n'est pas autorisé de vendre dans un magasin des produits non finis, non emballés. Mais il y a plein de pays où c'est possible. Aux États-Unis, au Canada, c'est possible. Donc, mass customisation. Ou alors, Uniforme, qui est une marque française qui fait des sacs à la mesure. Donc, vous avez des patterns, des modèles, et vous pouvez customiser les modèles en ajoutant des poches, en changeant les matériaux. Voilà, c'est assez intéressant. Troisième point, la notion de communauté, l'idée de rassembler les gens. Donc là, dans le sport, ces gens sont très forts. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a un exemple avec Nike, mais il y a aussi... Ah, attendez, hop. Il y a aussi Reebok qui a fait ça avec ses salles de CrossFit. Tout d'un coup, vous réunissez des gens dans un même lieu pour leur faire quelque chose ensemble. Le Roi Merlin et Castorama aussi ont fait en fin de compte des ateliers où vous avez à disposition tous les outils que vous voulez, 6 circulaires, 6 rubans, 6 sauteuses, voilà, et des matériaux que vous pouvez acheter. Certains sont même offerts, des matériaux de base, pour vous venir fabriquer dans des sortes de workshops les produits que vous voulez créer. Donc à disposition, on va créer des espaces qui donnent à disposition certaines facilités pour rassembler les gens et les mettre ensemble, pour faire du sport, du bricolage ou autre. Voilà. Ça c'était Vans, la marque de chaussures, qui crée des espaces pareils, multifonctions, et donc qui crée du communalisme, parce qu'en fin de compte, tout d'un coup, on invite dans une boutique des enfants à jouer, à créer, en même temps qu'ils peuvent ici passer des concerts, et ils vendent des produits. Voilà. Voilà. L'espace, les tiers-lieux, il y a des marques qui de plus en plus créent des espaces
ou des malls qui créent des espaces non commerçants où on peut venir se poser, faire ses mails, avoir une connexion Internet, un chargeur et pouvoir avoir à disposition à proximité des boissons, des cafés et passer un moment. Et la quatrième dimension extrêmement importante, c'est la notion d'éthique. Et quand je dis éthique, je ne dis pas morale, parce qu'il ne faut pas confondre l'éthique et la morale. Surtout que nous, qui sommes européens, a priori, l'éthique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce n'est pas seulement l'idée de dire qu'on dit qu'on fait bien, mais c'est de faire vraiment bien. Donc aujourd'hui, on se rend compte que cette dimension éthique est extrêmement importante. Il y a une marque qui a fait quelque chose de spectaculaire, Patagonia. Patagonia, ils ont créé dans leur board of directors la place d'une personne morale qui a un droit de vote à l'équivalent des autres et qui est en fin de compte la nature. Et pour la faire voter, ils prennent un activiste qui vient prendre la place, ça change, de la nature et qui vient donc donner son point de vue à l'encontre de tout intérêt financier puisqu'en fin de compte, il représente la nature. Et donc la nature a droit de citer dans le board de Patagonia. C'est exceptionnel. Donc ça c'est bon, c'est pas du retail, mais c'est exceptionnel. Donc voilà, donc l'idée du retail, c'est effectivement l'idée de donner aux gens la possibilité de vivre différemment et mieux. Donc la circularité est très importante. Les Scandinaves sont très forts là-dedans. H&M a créé effectivement déjà des espaces où ils font du recyclage et de la seconde main. Mais il y a aussi Ikea qui met en place sa circularité de produits dans ses boutiques et qui a été une des premières enseignes à nommer un Chief Circular Economy Officer. Donc il y a quelqu'un qui est en charge de l'économie circulaire. C'est assez intéressant parce qu'il y a 20 ans, il y avait des gens qui étaient chefs d'Internet dans les boîtes. Aujourd'hui, il y a un mec qui est chef d'Internet, vous dites, mais ils sont fous. Il y a un patron du digital, de la DSI, du marketing, mais un chef d'Internet, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des chefs de circularité et un jour, on en rigolera parce que cette fonction sera totalement intégrée dans les boîtes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Voir Auchan qui crée avec des systèmes de robots des assistants automatiques pour des gens handicapés pour permettre, en fin de compte, de porter, en même temps qu'eux roulent sur leur chaise, toutes leurs courses, donc de les scanner, de les pré-enregistrer pour aller aussi plus vite en caisse. Voilà. Ou alors Van, non c'est pas Van, ça c'est ouais, Fruit Laser, qui est une marque encore hollandaise, qui fait des produits à base de cuir végétaux et qui réinterprète à la fois ses matériaux, son sourcing matériaux, mais aussi ses modes de production. Voilà. Donc, en fin de compte, ces 4 tendances, c'est assez intéressant parce que ça génère plein d'opportunités. Alors là, on a identifié 3 opportunités qui sont pour nous amusantes, mais qui sont en fin de compte ce qu'on appelle des paradoxes. Un paradoxe, c'est quand vous avez 2 choses qui se font réconcilier, qui semblent contradictoires. Et toutes les marques fortes se construisent sur des paradoxes. Par exemple, si je vous dis Apple, est-ce que c'est une marque de luxe ou une marque d'accès? C'est les deux. C'est une marque d'accès comme Lidl, puisqu'en fin de compte, ça donne accès à la connaissance de l'informatique et de digital et de ses potentialités sans vous faire passer par des connaissances techniques. Ça, c'était au début de l'histoire, mais encore aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, ils affranchissent les frontières et les séparations entre toutes les formes de contenu et de device en créant des écosystèmes extrêmement intuitifs et simples. Voilà. Mais c'est en même temps aussi une marque très sélective parce que c'est des produits très très chers, donc luxe. Donc ce paradoxe d'accès et de... Voilà. Donc ces paradoxes sont des choses que si vous avez, vous, une marque, vous avez un projet de retail, trouver ces paradoxes est toujours très intéressant parce que cette friction crée quelque chose de singularité, de singulier dans la manière à laquelle vos clients vont vous... Voilà. Donc 3 paradoxes comme ça j'ai fait rapidement. On est dans une ère où il y a une hyper individualisation. Je vous parlais de la mass customisation. Et dans le même temps, les gens, en même temps qu'ils veulent être hyper individualisés dans leur choix, ils ont envie d'avoir des expériences extrêmement collectives. Et aujourd'hui, le retail, c'est une extension de chez vous, de votre club de sport ou autre. En fin de compte, vous avez une sorte d'organicité entre ce qui se passe dans une boutique et ce qui se passe chez vous. Donc, à la fois une tension entre hyper-individualisation et volonté d'être dans un esprit collectif. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement électif, l'idée d'avoir en fin de compte la possibilité d'être le seul à avoir la possibilité d'acheter un produit. Donc même les marques de luxe qui se sont massifiées retrouvent cette notion d'électivité ou de singularité en faisant ce qu'on appelle des drops, comme vous savez, des collections capsules extrêmement courtes où en fin de compte, on peut acheter un produit Vuitton, on peut acheter un produit Vuitton avec Suprême, mais c'est très difficile d'acheter le vrai bon produit de la collection que la star ou l'influenceur lambda aura montré sur les réseaux sociaux. Et donc, en fin de compte, on recrée cette notion d'électivité où il y a ceux qui ont le sein du sein, c'est le produit qu'il fallait dans la collaboration, d'autres qui sont pas mal débrouillés, qui ont juste le produit de la collab, et puis ceux qui n'y arrivent pas et qui vont soit chez Suprême, soit chez Vuitton, s'acheter leur part de rêve. Voilà. Donc cette notion d'électivité est extrêmement importante. Et en même temps, je prenais ça pour la même marque, Vuitton,
cette volonté d'universalisation, puisqu'en fin de compte, Vuitton se met en position d'être un acteur culturel en faisant de ses boutiques des galeries d'art avec Yayoi Kusuma, ou en faisant de sa fondation un lieu d'exemplarité de son engagement social et artistique au-delà du commerce. Voilà. Après, la puissance quantitative et qualitative, moi, ça m'a scotché qu'après le Covid, où on a tous entendu qu'on devenait un monde vertueux avec des cerfs et des phoques et des lamas dans les villes, enfin, ouais, tout d'un coup, ça devenait génial d'avoir des animaux en ville. Les boutiques réouvrent, et l'enseigne qui a le plus performé en France, c'est Chine. Alors, Chine, enfin, ça vient de Chine, mais c'est Chine, qui est quand même une marque qui fait des produits les plus bas de gamme du marché, inspirés ou copiés d'autres modèles, extrêmement peu chers. Enfin, ce qu'a fait Zara pendant des années. Moi, je ne sais pas pourquoi Zara n'a pas été attaqué par Marc Jacob, par Vuitton, par Céline, enfin, c'est même encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une marque qui vend de manière extrêmement quantitative des produits où les gens qui font la queue ne savent même pas ce qu'ils vont acheter, mais ils savent qu'ils veulent acheter. Et donc, cette dimension quantitative, elle est quand même claire. Et en même temps qu'il y a cette espèce d'hystérie à l'achat, et Amazon en participe aussi, il y a aussi cette recherche de qualité. C'est-à-dire qu'on cherche des produits qui nous racontent une histoire, qui ont un engagement local, qui portent des valeurs, qui aident des gens, voilà, de commerce équitable, ainsi de suite. Donc, c'est quand même une friction intéressante. Voilà. Donc ça, c'est les 3 frictions que j'ai sorties, mais il y en a encore beaucoup plus, bien évidemment. Et elles sont en plus très catégorielles parfois. Donc, en conclusion, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en résumé, il y a une sorte de tendance où, en fin de compte, le retail pourrait devenir autre chose que du retail pur et aller au-delà même de son immersive, c'est d'être hyper smart. Et cette dimension de smart, c'est la combinatoire de 2 registres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une enseigne qui est capable de se relier émotionnellement et fonctionnellement à ses clients. Donc, nous, on s'est amusé à faire une sorte de rébus qui est une sorte d'équation qu'on appelle SOLOMO. C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, le retail, il s'articule autour de 3 valeurs. La notion de sociabilité, parce que les réseaux sociaux, mais le communautarisme, l'hyperlocalisme, enfin, tout ça, c'est d'être dans une logique sociale. Voilà. Le local, pardon, excusez-moi, c'était là. Local, c'est-à-dire que l'idée de s'ancrer quelque part et que les marques, en fin de compte, on aime des marques locales, même si elles ont des volontés universalistes, mais on aime l'idée d'une marque locale ou d'un retailer qui va s'ancrer dans son périmètre. Je vous parlais de DFS. DFS, ils ont des boutiques dans le monde entier et pas que dans les aéroports, plus d'ailleurs en centre-ville qu'en aéroport. Une grosse partie de leur offre et de leur ambition, c'est de sourcer des offres locales, de marques de luxe locales pour faire valoir les particularismes de chacune des destinations dans lesquelles ils viennent s'intégrer. Donc quand ils sont à Paris, ils vont créer une boutique qui s'appelle Loulou pour faire sortir des produits typiquement parisiens. Demain, ils s'installeront à Brisbane, à Macao ou à Honolulu, où ils sont déjà, et ils vont essayer de faire sortir à chaque fois des marques ou des produits locaux. Donc la dimension sociale, communautarisme, la dimension locale, ancrage local, et la notion de mobilité. Puisqu'en fin de compte, l'idée, c'est que par les pop-up stores, on a une mobilité au sens au premier degré des boutiques, puisque les boutiques bougent en fonction des flux clients. Mais il y a aussi la notion de mobilité, parce qu'en fin de compte, l'expérience de la boutique, même si elle est ancrée dans un endroit, elle se fait très souvent aujourd'hui par le truchement de votre application Yuka quand vous achetez à manger, Instagram quand vous voulez montrer un produit que vous trouvez super cool, que vous avez acheté, que vous voulez partager sur votre réseau social, voilà, et ainsi de suite. Donc ces 3 dimensions-là, dans une dimension sociale, communautariste, locale et mobile, sont en fin de compte trois drivers structurants du retail de demain. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut imaginer réconcilier cette double dimension, à la fois une dimension irrationnelle, émotionnelle, mais aussi fonctionnelle dans l'idée de distribuer des produits. Hop, tac, pardon. Et donc en fin de compte, nous on a des méthodes, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui nous permettent de travailler sur le double registre, à la fois un registre plutôt marketing, c'est le rationnel. C'est le fameux RTB là, que le marketing vous lance au visage, Reason to Believe. Quelle est la raison de la supériorité de ma boutique? C'est la plus grande, la plus puissante, la mieux achalandée. Et puis une dimension plus irrationnelle, c'est les croyances. C'est en quoi la marque vous donne le sentiment de croire. Et en fait, c'est vachement intéressant. On se rend compte que, et il y a de plus en plus d'études en neurosciences sur ça, c'est que la dimension irrationnelle et émotionnelle, c'est un incroyable enjeu pour les marques et pour les retailers, parce qu'en fin de compte, en tant qu'individu, on a un rapport irrationnel avant d'avoir un rapport rationnel au monde. C'est-à-dire qu'on commence par croire avant de comprendre. Et je finirai sur une phrase de Joseph Campbell, qui est un anthropologue américain absolument génial des années 60, un des disciples de Lévi-Strauss, qui disait « Croire, c'est accepter de ne pas comprendre ». Ça veut dire que c'est pas refuser, c'est accepter de ne pas comprendre. Et en fin de compte, quand vous avez créé un concept de lieu,
il peut rationnellement et fonctionnellement être hyper performant, mais si vous n'avez pas généré dans ce lieu-là une croyance, et qui est celle que doit porter votre marque, en fin de compte, vous perdez une partie de la partie, et qui est la première étape, c'est le moment de connexion entre un visiteur et votre offre. Voilà. Et donc de ce fait, puisque quand vous le faites, vous générez en fin de compte quelque chose de rationnel émotionnel, et vous participez à faire du progrès social, et donc à participer en tant que retailer, que commerçant, dans tous les quartiers où vous pouvez être, à participer à créer un lien social. Merci beaucoup de votre patience, parce que je trouve que j'ai un peu éclaté le temps. Mais... Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas, je peux y répondre, à moins que je me fasse virer tout de suite. Merci.